Et on est ensemble pour le 10h midi à 11h. Nous Oh là là, ça commence à tousser. Oh là 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 là, c'est qui est-ce qui a toussé? Frédéric? Merci de me dénoncer. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regard. Bonjour. Votre dernier livre, Ils ont tué la gauche, est paru aux éditions Fayard. Bruno Pomar, maire de Belleflou. Vous avez été fondateur du RAID. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Et vous collaborez de temps en temps au magazine Valeurs Actuelles. Bonjour. Merci d'être là. Alors, on va parler évidemment du procès Fillon. Un petit peu d'actualité différente du coronavirus. Un réquisitoire politique, comme le dit son avocat. Le coronavirus vers un scénario à l'italienne. On va quand même en parler. Dites-nous si vous êtes inquiet, si vous avez changé votre manière de vous comporter. Est-ce que vous avez arrêté de serrer des mains? Est-ce que vous avez peur? 0826 300 300. Et puis, Rachida Dati peut-elle gagner Paris? On est à 4 jours des municipales. Comme on a Frédéric Dabi, on va en profiter. Paris, capitale de la France, quand même, ça mérite qu'on en parle avec un match quand même plutôt intéressant. Alors, on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Frédéric. Oui, un coup de cœur Frédéric pour Dabi. cette pétition, ce manifeste de 114 avocates qui ont défendu la présomption d'innocence, des avocates pénalistes qui se revendiquent féministes, qui ont publié une tribune afin de rappeler des principes simples: la présomption d'innocence, la prescription et le fait qu'il fallait se méfier des tribunaux populaires et médiatiques. Un point, s'agissant de mon métier, l'IFOP s'interdit de faire des sondages sur pensez-vous que François Fillon est coupable, de commenter des décisions de justice. Je vais être tout à fait sincère, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai retrouvé un triste sondage IFOP des années 70, en 72, au moment où Georges Pompidou était en train de réfléchir au fait de gracier Buffet et Bontemps de condamner à mort. Il y a eu un sondage IFOP dans François, fallait-il supprimer le droit de grâce? Voilà, c'est deux choses différentes. Il y a un tribunal médiatique qui prend énormément de place. Il y a l'affaire Woody Allen, je rentre pas dedans, mais il n'a jamais été condamné et il a empêché son film n'est pas sorti aux États-Unis, ses mémoires ne sont pas publiées, et il y a la justice qui doit rendre des décisions, et à partir de ces décisions, on doit prendre position ou pas. Il y a aussi une sorte de javérisation des esprits, c'est-à-dire que quelqu'un qui a commis un acte est systématiquement coupable et ne peut jamais se racheter. Javérisation du nom de Javert dans Les Misérables. Oui. C'est la société d'Internet qui fait ça, qui crée ça aussi. Après, c'est très compliqué. Ah, mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Hier, j'entendais Hervé Temim, que... qui est l'avocat de Roman Polanski, et qui, en gros, si j'ai bien compris ce qu'il disait, c'est-à-dire à partir du moment où la prescription est passée, taisez-vous, ne parlez pas. Or, on sait que le viol, l'agression sont des choses extrêmement difficiles. Sachant que sur l'affaire Polanski, ça fait 12 ans qu'on entend la victime de l'époque dire qu'elle a tourné la page, qu'elle a... Il y a 12 autres plaintes. Hein. Mais tout à fait. Mais elles n'ont pas... C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de condamnation. Moi, restons sur les principes. Oui, mais... La justice condamne ou pas. Sauf que le MeToo, justement, ça a été ça. Ça a été déclenché une parole de femme qui, jusqu'à maintenant, n'avait rien dit. Oui, vous avez raison, Valérie, de rappeler qu'effectivement, la période que l'on vit, c'est justement un moment où il y a une prise de parole, voire une prise de conscience aussi de certaines femmes, où il y a des faits qui se réveillent, qui se révèlent, et que c'est le moment de parler. Sur la justice américaine, certes, la jeune fille qui avait, il faut le rappeler, 13 ans à l'époque des faits, quand Polanski en avait 44, cette jeune fille aujourd'hui dit qu'il faut arrêter la procédure, mais il y a une justice américaine qui considère que non, le procès n'a pas eu lieu, et que donc ce procès doit avoir lieu, et c'est la raison pour laquelle Polanski échappe encore aujourd'hui à la justice. C'est pour ça que moi, cette tribune des avocats, je trouve ça très intéressant de rappeler le devoir. Mais ce sont des principes. Mais de la même manière que les principes s'appliquent aussi au fait d'aujourd'hui. Quand vous voyez que, par exemple, sur l'affaire Ruggia ou sur l'affaire Matzneff, le parquet s'autosaisit pour aller chercher des affaires alors que les victimes ont même pas dénoncé ou pas apporté plainte, pourquoi ne le fait-il pas? Le parquet ne s'autosaisit-il pas sur l'affaire Polanski? Donc c'est ce deux poids deux mesures que moi je ne comprends pas très bien, en plus dans une affaire où Roman Polanski a été pour partie jugé et où en plus la justice américaine le rappelle. Donc cette tribune, elle est sans doute bienvenue parce qu'effectivement il faut rappeler les principes, vous avez raison, la prescription c'est important, mais ce qu'elle ne dit pas, c'est aussi que cette justice américaine considère que le processus de justice n'a pas été jusqu'à son terme, et qu'aujourd'hui, Roman Polanski, indépendamment des 11 autres cas, des 12 autres cas d'ailleurs qui sont cités très régulièrement, eh bien il y a un procès qui a révélé un acte d'abus sexuel sur une mineure qui n'a pas été jusqu'à son terme, et c'est ça qui est quand même problématique, indépendamment, encore une fois, des 12 autres femmes qui ont témoigné. Non, mais il y a le droit, effectivement, et puis après, il y a la réalité aussi de la parole qui se libère à un moment. Le deux poids, deux mesures, c'est l'absence de propos sur
sur l'Adjili lors des Césars également. Enfin, c'est des débats sans fin, mais je trouvais très intéressant que ces avocats disent le droit et disent des choses, même si sur telle ou telle affaire, on peut commenter, on peut nuancer. Allez, on passe au coup de gueule ou au coup de cœur de... Non, c'est un coup de gueule, Pierre Jacquemin. J'ai des coups de gueule chez Pierre. Oui. Non, ça m'arrive de faire des coups de cœur. Je cherche toujours. Mais c'est vrai que je cherche à faire des coups de cœur, mais c'est vrai que la période est quand même très propice à la colère. Et c'est vrai que là, il y a d'autant plus une colère légitime que l'actualité fait qu'on en parle assez peu ou elle a été assez peu traitée. C'est un coup de gueule encore sur l'Union européenne qui n'est pas capable de faire face à une crise majeure. Il s'est passé quelque chose il y a quelques semaines à Idlib avec des bombardements comme on en a rarement connu, voire je pense que dans l'histoire du monde entier, on finira par dire que ça a été un bombardement sans précédent avec des milliers et des milliers de morts, y compris des civils, puisque on a touché des écoles, on a touché des hôpitaux, et que ces bombardements ont contribué à faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui sur les chemins plus d'1 million de personnes, et que l'Europe aujourd'hui ne soit pas en capacité de faire face à une crise comme celle-là, qu'elle ne soit pas en capacité surtout d'anticiper. Elle sait qu'aujourd'hui, il y a non pas une crise migratoire, une crise de l'accueil, et que l'Europe ne soit pas en capacité, si c'était d'aller négocier avec la Turquie pour dire on va vous filer 6 milliards d'euros pour gérer les migrants et puis vous vous démerdez de votre côté. Ça n'est pas possible de raisonner comme ça. On ne peut pas être la première puissance économique mondiale et ne pas savoir faire face à ce que Merkel a réussi à faire face, c'est-à-dire d'accueillir 1 million de migrants et dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, les études sont là. Depuis 2015, l'arrivée des migrants qui a fait face à la crise en Syrie, justement en 2015, quand il y a eu l'afflux de migrants et qu'Angela Merkel a accueilli 1 million de migrants. Aujourd'hui, sur ce million, il y a quasiment plus des 2/3 qui ont un emploi stable, qui parlent l'allemand. Donc on sait faire. Il faut juste mener une politique. Et en France, hélas, on échappe à cette tradition qui est la nôtre, qui est celle de l'accueil et de l'asile, et que c'est pour moi incohérent, même révoltant de voir qu'on ne sait pas anticiper la question de l'accueil. Qu'on voyait la situation à Lesbos aujourd'hui, en Grèce, qu'on laisse la Grèce seule gérer ses frontières, c'est irresponsable. C'est-à-dire que les politiques qui sont censées trouver des solutions ajoutent des problèmes aux problèmes qui sont déjà ceux. Le leadership que devrait avoir la France et l'Allemagne sur l'Europe, il n'est pas présent, c'est clair. On le cherche depuis longtemps, donc ça ne peut pas marcher, effectivement. Personne n'est d'accord pour se mettre d'accord sur ce sujet-là, qui est ô combien important. Ils viennent de se mettre d'accord pour accueillir 1500 c'est ridicule, mineurs. 1500 mineurs, c'est ridicule. L'Europe se cherche encore, j'ai l'impression. Vous vous souvenez de la phrase d'Henry Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone? Oui, c'était déjà il y a un ça revient à quelques années. Oui, ça remonte à 73. Voilà, c'était Henry Kissinger qui avait dit ça. Qui on n'a pas entendu? Bruno Pomar. Moi, je reviens sur la police. Je sais que je vais avoir des opposants sur ce plateau. Concernant l'action, l'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Je ne savais même pas que ça existait. Ça. Oui, la CAT. On a fait un sondage pour il y a quelques années. Qui a pondu un rapport encore, en donnant, évidemment, en mettant au pilori le maintien de l'ordre français et puis l'utilisation, évidemment, du LBD. Donc, on revient encore sur un sujet qui est ô combien sérieux et compliqué dans notre pays. Mais je ne sais pas, moi, le coup de gueule, je l'ai de façon générale parce que j'en ai marre d'entendre des experts comme eux, et entre autres, et puis il y a Désarmons-les, par exemple, une association qui est évidemment anti-flic et plutôt Black Bloc, se prononcer de façon technique sur des sujets aussi difficile, complexe que le maintien de l'ordre. Voilà, je ne sais pas d'où sortent ces gens. Que font-ils pour pouvoir avoir une approche technique du maintien de l'ordre pour se permettre de balancer des ONG comme ça, des rapports de cette sorte? Je trouve que c'est complètement déplacé. Ça leur fait beaucoup d'honneur. Ça leur fait, c'est un fonds de commerce sûrement, ça leur permet sûrement de vivre puisqu'ils doivent être financés par Soros et autres. Mais très sincèrement, c'est pas impossible. Soros finance quand même beaucoup de choses, vous le savez. La révolution douce, c'est Soros et d'autres grandes ONG qui sont capables de financer toutes ces choses-là pour déstabiliser les pays. Et ça, encore une fois, c'est des rapports qui sont complètement inintéressants pour la société, pour notre société française, alors que, évidemment, le ministère de l'Intérieur, comme les réseaux qui tournent autour du ministère de l'Intérieur sont capables de travailler sur ces problématiques-là. Ils l'ont fait avec les grenades, puisqu'il y a eu un retour en arrière. Voilà, à suivre, mais je suis scandalisé encore une fois par ces ONG qui s'occupent de tout. On ne peut pas nier quand même aujourd'hui qu'il y a un véritable débat qui existe et qui devrait même davantage exister sur l'usage, le recours d'un certain nombre d'armes aujourd'hui au sein de la police dans le cadre de manifestations qui se veulent des manifestations pacifistes, et que au-delà des ONG, il y a aussi des institutions comme la Cour européenne des droits de l'homme,
d'hommes comme le Conseil européen qui a demandé à la France de cesser l'usage des LBD. C'est un débat qui doit exister parce qu'aujourd'hui, quand même, on a un certain nombre de victimes et que ça doit être pris en compte quand même dans la réflexion sur quel recours aux forces de l'ordre et quels sont les moyens pour les forces de l'ordre aujourd'hui de maintenir l'ordre public. Oui, mais c'est d'apporter les réponses. Et le problème, c'est que les réponses, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'on est arrivé dans une forme de... Commencer par supprimer le LBD, peut-être, au moins. Oui, mais on le remplace par quoi, dis-moi? J'en sais rien. Moi, ce que je disais souvent, là, quand j'ai fait beaucoup de plateaux de télé sur les gilets jaunes, et je disais à chaque fois, écoutez, puisque tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on va envoyer les forces de l'ordre en short, en basket, avec une raquette de tennis, peut-être. Ça pourrait être quelque chose de formidable. Je pense qu'il y a peut-être un autre milieu. Je ne suis pas sûr que le débat, on va pas avoir le débat, mais quand même, on est d'accord sur un constat, et je pense que, y compris au sein de la police et au sein de ministère de l'Intérieur, on commence à dire aujourd'hui que le recours aux forces de l'ordre tel qu'il a été déployé, que ce soit pour les gilets jaunes ou aujourd'hui pour les manifestations, ce ne sont pas des policiers qui sont formés au maintien de l'ordre, et qu'il y a une volonté politique, d'une doctrine politique qui consiste justement à avoir des hommes et des femmes qui sont des forces de l'ordre, qui ne sont pas... Les Braves ont été créés pour ça, et je pense qu'il y a une évolution qui s'est faite. Mais encore une fois, on a affaire à un maintien de l'ordre complètement différent de ce qu'on a eu pendant des dizaines d'années. C'est là où l'évolution a été compliquée pour les policiers d'avancer. Kevin, oui, donc un coup de gueule contre l'image qui est renvoyée au cours de cette campagne municipale à l'encontre des propriétaires. Je veux dire, moi, je suis beaucoup la campagne qui a lieu à Paris. J'entends Monsieur Béliard, j'entends Madame Simonet, j'entends Madame Hidalgo taper sur les propriétaires. Ce seraient de grands bourgeois qui auraient des paradis fiscaux, je ne sais où. Ils matraqueraient leurs locataires et se feraient des sous sur leur dos sans se soucier de leur bien-être. Ou alors ils ne loueraient plus leur appartement, sauf à des gens qui gagnent 6 000 euros par mois, des multi-propriétaires qui ont des appartements vides. Non, je ne parle pas. Non, je parle justement des propriétaires. Et il y a à Paris des petits propriétaires. Moi, je suis un petit enseignant du secondaire. J'ai acheté à Paris. Je vois ce que c'est. C'est très compliqué. Je veux dire, il y a des frais notaires qui sont exorbitants. Il y a des frais de copropriété qui ne cessent d'augmenter. Et il y a la taxe foncière qui est de plus en plus importante. Donc non, tous les propriétaires ne sont pas de gros riches, des salauds. Il y a des petits propriétaires. Et je pense qu'il faut aussi penser à eux. Et j'entendais Monsieur Béliard au cours d'un débat qui nous racontait que les propriétaires qui refusaient de louer leur logement étaient des salauds. Mais on n'est pas en Roumanie sous Ceausescu, on n'est pas en URSS sous Staline. La propriété privée n'est pas interdite. Si quelqu'un achète un appartement et ne veut pas le louer, c'est son droit. Surtout que c'est un cauchemar. Vous savez quand même aujourd'hui que dans les arrondissements du centre principalement, que ce soit le 1, 2, 3, 4, voire 5 et 6, il y a quasiment 30% de logements inoccupés dans ces arrondissements. Après, il faut pourquoi on peut se poser la question. S'interroger pourquoi. On peut se poser la question. C'est des gens qui spéculent. Parce que ce sont des gens qui vivent pas à Paris, qui viennent. Non, parce que les locataires sont surprotégés. Il y a des propriétaires qui ne perçoivent plus les loyers. Et c'est très compliqué de récupérer les loyers. Les procédures sont extrêmement longues, extrêmement coûteuses. Et il y a même des propriétaires qui se retrouvent à la rue parce que leurs locataires ne payent pas, parce qu'en même temps, ils ont un crédit à rembourser. C'est pas pour défendre la ville de Paris, mais c'est la raison pour laquelle la ville de Paris s'est engagée auprès de ces propriétaires qui ont du mal ou qui parfois hésitent à garantir les loyers et à garantir surtout la remise en état de l'appartement si après la location l'appartement a été abîmé, dégradé. Un mot Frédéric, c'est vrai que ça fait partie des sujets de campagne. J'ai pas entendu les trois candidats de gauche dire la même chose. C'est pas un discours anti-propriétaire mais anti-multi-propriétaire avec la thématique d'Airbnb. Oui, mais ça veut dire d'encadrer les loyers. Il y a une majorité de Parisiens favorables à l'encadrement des loyers et favorables à un contrôle d'Airbnb. Pierre Jacquemin parle du 1, 2, 3, 4. Il y a des rues autour de la Tour Eiffel, j'en cite une, la rue Montessuie, où il y a des immeubles où il n'y a plus personne. Il y a aussi ce souci-là. Je ne pense pas qu'il y a s'il y a un discours contre les simples propriétaires, moi j'en suis un, vous aussi, je pense que ça serait complètement ridicule. Alors il y avait eu une phrase un peu ridicule de Délia Simonet il y a quelques années qui avait dit « Je refuse d'enrichir un propriétaire en quittant mon logement social ». Ça fait partie du folklore de la campagne, mais je pense qu'il n'y a pas... Au contraire, dans je dirais l'imaginaire français, la nation de petits propriétaires, c'est quelque chose qui plaît énormément. Et en France, je crois que la part des propriétaires est quand même majoritaire. Non. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler du procès Fillon. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on va parler du procès Fillon. Est-ce que c'est un procès politique? 0826 300 300, dites tout ce que vous en pensez. Je voulais juste signaler, moi c'était un coup de gueule, aujourd'hui, c'est la journée d'hommage à toutes les victimes d'actes terroristes. Et le chanteur qui a été choisi, c'est Abdel Malik, qui en février 2015 déclarait « Les caricatures de Charlie Hebdo ont clairement contribué à la progression de l'islamophobie, du racisme et de la défiance envers les musulmans ». J'ai vu
l'un des journalistes de Charlie Hebdo qui tweetait ce matin en disant voilà, c'est ce qui a ouvert aujourd'hui, c'est ce qui a ouvert le 8 mai aux attentats de Charlie Hebdo. C'était quand même en février 2015 de dire une chose comme celle-là. Il a dit en février 2015, après Charlie Hebdo. Après Charlie Hebdo. Donc de prendre ce chanteur-là pour rendre hommage aux victimes. Alors oui, c'était 2015, il s'est passé des choses depuis, etc., etc. Mais quand même, il y a... Il va faire son mea culpa, peut-être ? Je sais pas, non. Je sais pas s'il faut faire un mea culpa. Je sais pas si effectivement la période choisie pour essayer pour dire qu'il y avait un problème chez les caricaturistes qui alimentaient la haine anti-musulman ou le racisme anti-musulman ou l'islamophobie. Je sais pas quel est le bon terme à choisir. Abdelmalik, c'est pas quand même c'est pas un radical au sens, c'est plutôt un poète qui est plutôt au contraire dans la pensée plutôt positive, ou en tout cas de rassemblement des communautés ou du peuple ou des citoyens. De manière générale, il a toujours quand même eu l'intention, l'envie. Après que dans une discussion, il ait essayé de chercher à comprendre. Vous savez, vous vous souvenez cette phrase de Manuel Valls catastrophique qui disait chercher à comprendre, c'est déjà chercher à excuser. J'ai plutôt le sentiment, quand Abdelmalik s'exprime en disant ça, qui cherche à comprendre les causes aussi des tensions qui existent. La phrase, elle est terrible, cette phrase. Vous avez eu 12 morts, 11 morts, et de dire ça, c'est une sorte de oui mais, c'est-à-dire ils l'ont bien cherché. C'est cette phrase-là. Et moi, je vois les gens de Charlie qui disent on n'oublie pas. Et je pense qu'il y avait des dizaines de chanteurs, d'artistes qui auraient pu chanter. Pourquoi ce choix-là ? Je veux dire, on est responsable de ce qu'on dit, même si je sais pas. Mais sous le sceau de la liberté d'expression, moi je me rappelle parce que j'étais invité chez Calvi dans C'est dans l'air sur ce sujet-là. Il y avait eu la semaine après ou un mois après, enfin je me rappelle plus, une première page de Charlie Hebdo où ils en remettaient entre guillemets une couche. Moi très sincèrement, je pense qu'il ne faut pas en rajouter. On est arrivé on va pas faire le débat. Mais non, Valérie, excusez-moi, mais on en rajoute la liberté. Je veux bien. Alors on sait, on dit plus rien, on n'a plus le droit. Vous êtes dans l'intimidation totale. C'est le rôle de Charlie Hebdo. Si on n'aime pas des caricatures, on le dit. On n'achète pas le journal, mais on ne tue pas la rédaction. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que vous devez. C'est quand même le béaba. On n'est pas sur une logique d'apaisement. L'apaisement. L'apaisement, c'est ça le terme. Eh ben, c'est un terme historiquement connoté. Quand tu vois que la semaine après, tu as une première page où on a remis une louche, je trouve que c'est. On arrive aux États-Unis où le New York Times décide de plus faire de caricatures. C'est un problème quand même. Moi, je crois qu'il y a quand même beaucoup de musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui ont du mal à condamner les attentats de Charlie Hebdo. Quand on les écoute, ils nous racontent en effet, certes, on les condamne, mais ils ont quand même caricaturé le prophète, donc ce n'est pas bien. Pour beaucoup de musulmans, l'islam sera toujours supérieur aux lois de la République. Moi, je le vois dans mes salles de classe, où j'ai des élèves de musulmans qui me racontent que oui, évidemment qu'ils condamnent, il ne faut pas tuer ces gens-là, mais quand même, ils l'ont bien cherché, etc. Il faut voir, il y a quelques années, au moment de l'hommage à Charlie Hebdo, des élèves qui ont refusé de rendre hommage à Charlie Hebdo, parfois des classes entières. Donc il y a un problème dans ce pays avec l'islam, et le dire, ce n'est pas être islamophobe, c'est simplement être lucide sur la situation du pays. Alors il y a aussi beaucoup de musulmans qui vivent très bien avec l'islam politique. Mais l'islam est forcément politique. Mais pas du tout. Bien sûr que si. Il y a plein de gens qui vivent leur confession. Beaucoup de musulmans qui vivent leur religion dans la paix. Bien sûr. C'est même l'extrême majorité. Mais moi, j'ai été choquée aussi, comme les gens de Charlie Hebdo, de voir qu'on faisait chanter cet homme-là qui a eu ses paroles. Il y avait d'autres gens peut-être à trouver. Alors oui, c'est un poète. Mais l'emprise de l'islam politique est quand même présent. Il a raison, ce que dit Bossuet, dans les écoles et même dans les quartiers. On le voit avec l'entrisme des frères musulmans, du salafisme et des frères musulmans. On l'avait dit avant on voit la DGSI, les informations que file la DGSI est très inquiétante. Mais donc je comprends pas votre position. Vous dites mais il faut pas se moquer du prophète. Non, c'est parce que je dis Valérie, moi j'étais pragmatique peut-être, mais quand Calvi m'avait posé la question, j'allais dire il y a eu les caricatures, ok, bon, liberté. La semaine après ou le mois après, bim, il y a eu une première page verte l'été, je me rappelle. On a remis une louche. Je trouve que c'est pas utile, très sincèrement. Je veux juste signaler à un auditeur que c'est pas du corporatisme journalistique, c'est totalement stupide ce que vous dites. C'est juste de l'humain. Quand il y a 12 personnes qui sont assassinées, que ça a été le Bataclan ou Charlie Hebdo, c'est de l'humain. C'est des gens qui sont morts parce qu'ils avaient fait des dessins. C'est pas du corporatisme, c'est aussi une liberté qui est la liberté d'expression, la liberté de caricaturer, la liberté d'informer sous forme de caricature, et donc la liberté
opté pour cet homme, ce monsieur dont vous parlez, Valérie, d'être informé lui-même. Allez, on se retrouve pour parler du procès Fillon dans un instant. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi avec vous sur Sud Radio. Juste un mot à Mickaël, qui est un fidèle auditeur. J'ai jamais défendu les actes pédophiles de Polanski. Je ne sais pas où vous avez entendu ça. Moi, je suis pour la fin de la prescription. Je pense qu'il faudrait que ces actes-là puissent être jugés sans qu'il y ait de prescription. Je n'ai jamais défendu Polanski. Je pense que vous avez mal compris ce que j'ai pu dire, mais en aucun cas, je n'ai défendu ni Polanski, ni la pédophilie, bien évidemment. Alors, François Fillon, le procès Fillon hier, c'était l'heure des réquisitoires, des mots très sévères du parquet national financier. François Fillon ne doit ses déboires qu'à ses propres turpitudes. Il est poursuivi, le couple Fillon est poursuivi pour détournement de fonds publics. Des lourdes peines ont été requises, 5 ans de prison, dont 3 avec sursis pour l'ex-candidat à la présidentielle, 3 ans avec sursis pour sa femme. Ça veut dire que si les réquisitions sont suivies, il pourrait aller en prison. Comme parce qu'il y aurait 2 ans de prison ferme. Et vous savez que maintenant, quand on est condamné à plus d'1 an, on va en prison. Écoutez ce que disait son avocat, Maître Antonin Lévy, hier. La loi a prescrit qu'on doit justifier la prison ferme. Ce n'a pas été le cas, si ce n'est de dire qu'il est nécessaire de condamner François Fillon à de la prison ferme. C'est que je dis, c'est pas du droit, c'est de la politique qu'a fait le parquet national financier. De la pure politique pénale. Normalement, c'est le rôle du garde des Sceaux. Là, en l'occurrence, c'est le parquet national financier qui s'en est occupé, de la politique pénale, en disant, dans ces dossiers-là, il faut de la prison ferme. Le droit nécessite de le justifier, ils ne l'ont pas fait. Le procureur de la République financier, à nouveau, se fonde plus sur les discours qu'il a pu avoir en tant que candidat, en tant qu'homme politique, que sur les éléments du dossier. Je trouve ça dommage qu'on ne le juge pas sur la base du dossier qui est soumis au tribunal. Alors, on n'a pas d'avocat parmi nous aujourd'hui, mais il dit on nous juge sur la politique et pas sur le droit. Oui. Kevin, moi, je crois que ce qui s'est passé au cours de la dernière présidentielle est inédit. On a assisté à un putsch médiatico-politique pour virer notamment un candidat. Je veux dire, c'est un procès totalement politique et cette élection a été complètement volée. François Fillon, avec toutes ses affaires, a quand même fait 20%. Donc, imaginez, s'il n'y avait pas eu ces affaires, peut-être qu'il serait aujourd'hui président de la République. Ça ne vous pose pas de problème s'il était aujourd'hui en responsabilité et qu'on découvrait qu'il est responsable, comme a priori le parquet vient de le décider? Écoutez, non, moi ça ne me pose pas ne me pose pas forcément de problème. Je trouve qu'on condamne l'ancien monde. Il faut aller voir, c'était une pratique tout à fait courante où les députés, en effet, embauchaient leurs maîtresses, embauchaient leurs amants, etc., etc. Simplement, on a ressorti ça à ce moment-là pour tuer François Fillon parce qu'on n'aimait pas son catholicisme, on n'aimait pas son conservatisme. Il a quand même commis un délit. A priori, il est il faut attendre que la justice passe. Ou sa femme. Mais excusez-moi, moi je vois en tant qu'élu, petit maire de commune, moi c'est le 100e ou le 1000e de ça m'arriver, moi c'est sûr que je serais déjà en prison en tant que petit élu de mon village. Mais moi c'est l'exemplarité, c'est tout. On a beau dire que 90% des gens à l'Assemblée nationale, au Sénat faisaient pareil. Non, pas 90%, attention, c'est une pratique minoritaire quand même. Il y en a un paquet, mon cher. La réalité du travail effectué. Moi je vais être cohérent avec le coup de cœur. Je rentre absolument pas dans le dossier que je ne connais pas. Je dirais 2 choses. Sur la campagne présidentielle de François Fillon, n'oublions pas qu'il a commencé à chuter sévèrement avant l'affaire, parce que les Français ont découvert son programme extrêmement dur sur le plan budgétaire et sur le plan de la fonction publique. Deuxièmement, depuis la présidentielle, je suis frappé de l'absence de la moindre sympathie des Français à son égard. Dans la dernière enquête IFOP fiduciale pour Match et Sud Radio qu'on a diffusé, Valérie, hier soir, c'est l'homme politique avec Marine Le Pen qui a le plus grand nombre de mauvaises opinions, y compris chez des sympathisants de droite. Et quand on fait travailler le peuple de droite dans des enquêtes qualitatives, qu'est-ce que les récriminations sont fortes vis-à-vis de François Fillon. On est moins sur le discours, même si il existe, Kevin, sur on nous a volé la présidentielle. C'était un discours qui émergeait après le scrutin. C'est vrai qu'il a échoué à 250 000 voix, je crois, du second tour. Ce qui est rien dans un contexte où il y avait 45 millions d'inscrits. Maintenant, c'est plutôt Fillon coupable. Faut arrêter, Et moi, ce qui m'interroge quand même, c'est la rapidité de la procédure. Je veux dire, l'article sort dans le Canard enchaîné. Le soir même, quand même, le parquet national financier lance une enquête ouverte. Enfin, c'est complètement aberrant. C'est le 2 poids, 2 mesures. Parce que regardez ce qui s'est passé avec Richard Ferrand. Au contraire, c'était très, très, très lent. On a fait durer consciencieusement l'affaire, alors que François Fillon, c'était très, très rapide. Donc, on peut quand même s'interroger sur la partialité du parquet national financier. Au moins sur ça, vous avez raison sur le 2 poids, 2 mesures peut-être de
la justice, de la manière dont elle s'autosaisit, de la manière où elle rend des verdicts. Benalla, Ferrand, c'est ce que nous dit. Oui, c'est vrai, c'est assez juste. On peut se poser cette question. Moi, effectivement, je suis un peu comme Frédéric. Je connais pas non plus l'intégralité du dossier et j'étais pas présent au procès. J'ai entendu les témoignages de ceux qui ont participé, notamment chez les journalistes qui ont participé à ce procès. Il faut dire quand même que la défense était très très faible, très faible, extrêmement faible, d'une faiblesse pas possible. Avec, on était presque pris de pitié pour Madame Fillon quand même, qui avait des éléments de réponse qui étaient vraiment très râlés pâquerettes, en mode moi je travaillais quand j'étais au supermarché, parce que je voyais les habitants et donc je devais parler, et c'était considéré quand même pour elle comme étant un travail. Au lieu de faire il n'y a aucune trace écrite, donc tout ça est très décevant. Après, et là je vais me mettre, et c'est là où mon ami qui vient de me tacler sur Twitter en me traitant de gauchiste, je vais me faire maintenant tacler par les gauchistes. De la même manière que je me suis pas satisfait de l'emprisonnement d'un Balkany, parce que je peux pas me réjouir que on saute de joie quand on emprisonne quelqu'un. Quand on est de gauche et quand on pense des valeurs de gauche, on n'imagine pas que les gens aillent en prison. Et c'est vrai que je ne sais pas s'il va aller en prison, M. Fillon. Et effectivement, si on ne veut pas penser la justice sur un 2 poids 2 mesures, on se dit que des petits élus locaux ou même des petits délinquants, pour de la petite délinquance, eux, ils n'y échappent pas. Alors pourquoi eux n'y échapperaient pas? Et c'est vrai qu'il y a tout un discours qui se développe. Chef d'entreprise qui fait les commentateurs qui expliquent quand même, c'est quand même des gens. Il a été Premier ministre, il a servi la France. Le voir en prison, ça serait catastrophique. Pour l'exemplarité. Pour l'exemplarité. À un moment donné, il faut que les choses aillent jusqu'au bout. Ce que dit l'avocat, c'est que le jugement, le réquisitoire ne se fonde pas sur du droit. C'est-à-dire que le droit dit que 2 ans de prison ferme pour quelqu'un qui fait pour le délit qu'il a commis, ça ne rentre pas dans ce qui est prévu par la loi. Donc c'est là que ça a un peu interrogé. Ah oui, c'est complètement politique. Le parquet national financier, qu'est-ce que c'est? C'est une structure politique avec un procureur qui est aux ordres vis-à-vis du pouvoir politique. Ce n'est finalement que cela. Et puis évidemment qu'il faut condamner, il y a un devoir d'exemplarité, il faut condamner ceux qui commettent les choses mal. Mais est-ce que Balkany avait besoin d'aller en prison? Très franchement, on lui aurait fait rembourser une somme très importante, ça aurait largement suffi. François Fillon mérite-t-il d'aller en prison aussi? Vous vous étonnez pas, et c'est pour ça que j'ai du mal à le dire, même si effectivement ça m'a choqué, cette espèce d'élan d'enthousiasme parce que Balkany allait en prison. Je ne pouvais pas être autant enthousiaste. C'est-à-dire, mais en même temps, est-ce que vous vous offusquez qu'un certain nombre de jeunes délinquants, pour des petits faits de délinquants, se retrouvent en prison et que personne s'en émeut? Tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, il y aurait des dispositions à prendre aujourd'hui. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Non, mais les petits délinquants, Valérie, il y a des petits délinquants qui font vous écoutez la même des petites délinquances, ou même des petits élus locaux. Les délinquants, ils y vont pas. Quand ils sont condamnés à 1 an de prison, ils y vont pas. Non, c'est pas vrai. Jusqu'à peu de temps, ils y allaient pas. Maintenant, ils y vont depuis qu'effectivement. Parce que vous qui parlez d'exemplarité, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les petits délinquants ne vont jamais en prison, sont toujours lâchés et la justice n'est jamais faite? Tous, il y en a. On ne peut pas demander l'exemplarité pour le haut et pas l'exemplarité pour le bas. Mais il faut savoir qu'il y a 80 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées en mais France plus par le haut, aujourd'hui. c'est-à-dire l'exemplarité. Moi, c'est rien que le terme. Moi, je suis un élu. C'est pour moi, en gros, je regarde ça avec. Je regarde ces gens. On a des auditeurs en ligne avec nous. Barbara, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Pardon. Bonjour à tous. Bonjour. Merci. Alors, pour ma part, je suis le simple citoyen lambda qui écoute autour d'elle et qui a sa propre réflexion. Nous, ça ne nous choque pas. Et quand je dis nous, c'est tous les gens que je représente un petit peu, avec qui je parle, qu'un homme politique paye pour une erreur. Ça s'appelle la loi républicaine et elle est la même pour tous. Je ne connais pas le dossier moi non plus, mais il n'empêche que au nom de l'exemplarité et de l'égalité républicaine, et c'est là où ça va faire mal, c'est que cette égalité républicaine, elle est plus égale pour certains que pour d'autres. Parce que si on doit commencer à juger et à mettre en prison plein d'hommes politiques, à mon avis, là, c'est pas 80 000 peines non exécutées qu'il y aura. Ce sera beaucoup plus. Alors, mais est-ce qu'il est jugé objectivement? C'est la question que pose. Alors, est-ce qu'on peut être objectif dans un jugement? Mais est-ce que... On ne le croit pas. Sincèrement, Valérie, on ne le croit pas parce que j'ai même l'idée que cette exemplarité de pacotille qui consiste à vouloir l'envoyer en prison maintenant, c'est même un signal à tous les gens de droite qui pourraient être tentés de se présenter contre Macron et de déranger son duel avec Marine Le Pen, dont il
sortira gagnant, bien évidemment. Excessif. C'est un peu excessif. Oui. Non, il n'y a pas de raison. Si les gens n'ont rien à se reprocher, madame, on peut se présenter à une élection, il n'y a pas de souci, qu'on soit de droite ou de gauche, je pense que ça ne pose pas de problème. C'est pas de l'intimidation. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont rien à se reprocher, c'est ce que vous dites? Voilà, on a l'impression, parce que quand vous voyez un petit peu le rythme de vie, le standing de certains hommes politiques qui ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre de leur situation, ça pose problème. D'où vient cet argent? Nous, on attend toujours qu'il y ait une clarification sur les comptes de campagne de Macron. Alors Pierre Jacquemin, là où Barbara, je trouve que ce que vous dites est assez juste, ça fait écho à ce que je pense aussi sur la situation de François Fillon, c'est que quand on a été en responsabilité politique à cette hauteur, quand on a tant défendu les politiques de rigueur qui ont été les siennes, quand on a tant donné des leçons aux Français en disant il faut faire des efforts, il faut réduire les dépenses, il faut gréver les budgets des Français, c'est vrai que ce rapport-là à la politique qu'il menait, la politique qu'il revendiquait et la situation des Français conforte l'idée que ces gens-là ont été tellement donneurs de leçons qu'aujourd'hui, qu'ils payent. Après, la question qui se pose, c'est quand même la décision de justice. Moi, ce qui me pose question, c'est la fermeté. La fermeté, oui, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement? Je m'interroge sur la peine d'emprisonnement. C'est plus ça que je dis. Vous avez raison sur le fait qu'on ne peut pas ne pas se réjouir qu'enfin des hommes et des femmes politiques se retrouvent devant les juges et qui se finissent par être condamnés. La question, c'est quelle peine aujourd'hui légitime, quelle peine aujourd'hui aménagée pour ces cols blancs qui sont des délinquants au même titre que plein d'autres. Vous pensez que les cols blancs ne devraient pas aller en prison? Je pense qu'il faut se poser la question. Vous savez la belle phrase que Fillon a sortie là, qui est exemplaire d'ailleurs aussi. Imagine-t-on le général de Gaulle mis un examen? Mais pas que les cols blancs, Valérie. Je pense qu'il y a des faits aujourd'hui qui amènent des gens à aller en prison, qui, à mon avis, mon sentiment personnel, fait qu'ils ne devraient pas y aller. D'autant plus qu'on connaît le climat de saturation, le climat des mauvaises conditions de vie en prison. Eux, peut-être, sans doute. C'est quand même la prison. Tout ça doit nous interroger. Je sais qu'on le dit souvent, il faut se réinterroger sur les conditions. D'ailleurs, la France a été condamnée à plusieurs reprises. Mais bon, systématiser la punition finale par la prison, certes, symboliquement, ça marque un coup. Ça y est, les cols blancs sont enfin jugés au même titre que tous les autres. Mais quand même, ça doit poser quand même la question plus générale sur l'emprisonnement. La Révolution française a coupé la tête. Oui, alors attendez, on a Sylvie en ligne également. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour tout le monde. On vous écoute. Alors, moi, je pense que justement, la peine, elle devrait être encore plus dure que les autres, parce que ce sont quand même des hommes politiques qui gouvernent, ce sont des personnes en qui on fait confiance, et ce sont des personnes qui volent le peuple. Pourquoi se sert? Parce qu'en fait, il s'est servi. Donc, moi, je trouve que les peines devraient être encore plus dures, et que la prison devrait être inévitable. Déjà, comment ça se fait que les hommes politiques, ça a été refusé en Assemblée, on n'accepte pas le casier judiciaire, parce que si le casier judiciaire rentrait en ligne de compte, je peux vous dire qu'il y aurait plus grand monde en politique, parce que plus ça va, plus on s'aperçoit que tous ces messieurs, ils sont tous millionnaires. Ils ont où leur argent? C'est que des magouilles. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Si, moi je le dis très haut et tout le monde le sait. Ils ne sont pas tous millionnaires, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que tous les hommes politiques sont millionnaires. Leur compte, excusez-moi, ils sont tous millionnaires, ils ont tous plein d'argent. Ils l'ont où leur argent? Parce que tout le monde se sert, Monsieur Balkany, Monsieur Fillon, sans compter, on compte pas les autres. Et en plus, on fait pas de prison. La peine, regardez le dernier qui regardait tout le monde droit dans les yeux en disant qu'il avait rien fait. Et ben qu'est-ce qu'il fait? Il a un bracelet et il travaille en Corse. Voilà, la vie est belle. Et pas sûr qu'il est assigné à résidence. Enfin, il a un bracelet électronique. Il n'a pas le droit de sortir de chez lui, sauf pour aller faire les trajets. Enfin, je précise ce que vous dites, mais dire que tous les hommes politiques sont milliardaires. Voilà, si je peux me permettre, le jugement est un petit peu trop globalisant. D'abord, il y a presque 1 million d'élus quand on compte les petits conseillers municipaux, les maires des 35 000 communes, qui ne gagnent rien. Moi qui les vois parfois, qui suis dans le rythme des politiques, c'est des week-ends qui commencent le dimanche en début d'après-midi, c'est quand même une vie de labeur et c'est quand même un engagement extrêmement sincère. Qui est des brebis galeuses, bien sûr, mais je trouve que ce n'est pas sérieux de jeter l'opprobre sur toute une catégorie. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. Ils sont très bienveillants vis-à-vis des élus locaux, parce que c'est les élus de la proximité, les élus de l'efficacité qui transforment la vie. Ils sont plus sévères sur les élus nationaux. Après, sur les élus nationaux. Alors, voilà, je pense, moi, je rebondis sur ce que Pierre a dit, qui est très très intéressant. Ce qui choque dans l'affaire Fillon et dans d'autres affaires, c'est le décalage entre
les discours et les bien pratiques. sûr. C'est-à-dire, n'oublions pas la phrase adressée à Nicolas Sarkozy, qui imagine le général de Gaulle mis en examen. C'est le sentiment de déconnexion lorsqu'on apprend, et c'est ça qui avait le plus choqué les Français. C'est moins le travail de Pénélope Fillon que des stagiaires, ces enfants payés 3-4 000 euros. Tout le monde sait que les stages sont souvent gratuits, les stages sont souvent très mal rétribués, même s'il y a une dimension de contrat de pied à l'étrier dans les entreprises. C'est ce sentiment de déconnexion entre le réel vécu par les Français et les éléments de l'affaire Fillon, et je le répète, je ne me prononce pas parce que je ne sais pas, je ne connais pas le dossier, qui peut choquer. Oui, Kevin. Moi, ce qui me choque quand même, c'est que la condamnation ait eu lieu avant que le procès n'ait lieu, parce que François Fillon a été assassiné politiquement. Imaginez que, par exemple, que le procès fait en sorte qu'il soit innocent. Mais ça serait très grave, ça serait inédit au cours de la Ve République. Et moi, ce qui me choque... Gérard Longuet, qui avait sa carrière politique, qui a arrêté pendant 10 ans, il n'a pas été déclaré coupable. C'est inacceptable. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans les témoignages, c'est la crise démocratique qu'il y a dans notre pays. C'est la différence qu'il y a entre des élites qui sont perçus très éloignés de la population et des gens qui vivent difficilement et qui terminent difficilement leur fin de mois. Et le 49.3 à l'Assemblée nationale, par exemple, c'est la déconnexion totale entre une décision élitiste et le pays réel. Et ça, évidemment, ça a pour conséquence encore de distordre la démocratie, de la salir, et c'est inacceptable. Et moi, je comprends tout à fait ces gens qui ont l'impression d'être dirigés par des personnes qui s'enrichissent et qui ne les écoutent pas ou qui ne les écoutent plus. Le haut du panier, encore une fois, ce que disait notre ami de l'IFOP, c'est le haut du panier. Moi, je le vois en tant qu'élu, ce que c'est d'être élu de campagne. Et ce que dit un auditeur, c'est trop peu d'exemplarité de la part de nos grands élus qui semblent bien se croire nager dans l'impunité. Il y a aussi cette notion d'impunité qui a été très, très forte pendant les 30 dernières années, où effectivement, je rejoins Sylvie sur un certain nombre de choses, de ce qu'elle dit sur des magouilles, sur des choses qui passaient à l'époque et qui ne passent plus aujourd'hui. C'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, il y a en plus, l'arrivée de la Macronie dans le champ politique a donné un coup d'accélérateur, c'est vrai, il faut le reconnaître, à cette nécessité d'une transparence absolue, d'une exemplarité totale. Et c'est vrai que parfois, on se dit que la justice n'a pas toujours suivi. Moi, je cite toujours cet exemple du maire de Cabourg qui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Pardon, mais là, la justice n'est pas exemplaire. Aucune sanction d'inéligibilité du maire de Cabourg, alors qu'il a été condamné, reconnu, les faits reconnus. Donc, il y a aussi du chemin à faire du côté de la justice. Bon, certes, là, sur des affaires comme celle de Fillon, elle se montre exemplaire et on finit par dire que c'est un procès politique et non plus un procès tel qu'il doit se mener normalement dans des affaires courantes. Non, je pense qu'aujourd'hui, la justice a aussi acquis un degré de maturité qui fait qu'aujourd'hui, non, ces pratiques-là ne sont plus acceptables et il faut les condamner. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Quelques mots quand même sur Paris, puisqu'on a la chance d'avoir Frédéric Dabi avec nous. Il ne se présente pas. Non. Rachida Dati, en tout cas, la dynamique monte. Demain, il y a un sondage IFOP Sud Radio dont on ne connaît pas encore les résultats. Mais en tout cas, il y a une dynamique Rachida Dati qui est assez claire. Est-ce qu'elle peut mathématiquement remporter Paris? C'est une question très difficile parce que c'est pas une élection, c'est 17 élections. Il y a une dynamique en faveur de Rachida Dati, même si l'écart avec Anne Hidalgo est extrêmement faible. Notre dernier sondage donnait 1 point d'avance pour Rachida Dati. Celui de mon confrère d'Ipsos d'avant-hier donne 2 points d'avance pour Anne Hidalgo. Il y a une incertitude. Non, ce qui est très intéressant, c'est la perspective du second tour. Il faut bien sûr ne pas en parler, il ne faut pas enjamber le premier tour, mais il n'y a pas de réserve de voix réelle pour Rachida Dati. Il y en a un petit peu pour Agnès Buzyn en la personne de Cédric Villani. Elles sont plus importantes pour Anne Hidalgo s'agissant d'Europe Écologie Verts, et une partie de la France insoumise qui ne serait, soyons prudents, pas en situation de se maintenir, à part peut-être 1 ou 2 arrondissements, peut-être le 20e comme en 2014. C'est vrai que pour battre Anne Hidalgo, il faut que les électeurs parisiens qui veulent la sortir aient le sentiment d'avoir un bulletin qui est le bulletin qui garantit la sortie de la gauche à Paris. Ce bulletin n'existe pas vraiment puisqu'il est convoité entre Agnès Buzyn et Rachida Dati. En tout cas, sur le papier, on peut dire une alliance Dati-Buzyn pourrait permettre de remporter des arrondissements. Je suis très prudent là-dessus. Sociologiquement, les électorats sont très très différents. Et puis surtout, il y a une partie de l'électorat Macron 2017 qui soutient Anne Hidalgo, qui verrait très mal un retour en arrière, si je puis dire, de la droite à Paris. Kevin Bossuet.
Oui, alors après c'est vrai que Rachida Dati ne part pas forcément gagnant. Il y a eu des divisions, la droite parisienne est quand même très divisée. On voit dans le 5e notamment et dans le 9e où les candidats LR sont complètement passés, notamment à LREM. On le voit également dans le 15e ou 16e où il y a même des listes dissidentes. Et c'est vrai qu'on était parti divisé au cours de cette campagne, mais je crois que Rachida Dati fait quand même une excellente campagne. Elle est excessivement populaire et notamment dans les quartiers populaires, on sent une forme d'espérance qui n'était plus là il y a encore quelques années. Et puis même chez les militants, moi je connais beaucoup de militants politiques qui se remettent à aller dans les meetings, qui se disent ça y est, on a une candidate qui parle vrai, qui parle juste. Elle a redonné l'espérance aux électeurs de droite. Et croyez-moi, c'était un petit peu compliqué. Alors après, elle est quand même assez basse dans les sondages parce que moi je me souviens de Nathalie Kosciusko-Morizet qui arrivait au premier tour à 35-36%. Là, elle n'est quand même qu'à 25%, donc elle est quand même assez basse. Et puis on est en pleine crise du coronavirus. Je pense qu'on est quand même dans une incertitude assez absolue. Qui ira voter, qui n'ira pas voter? Est-ce que ça va avoir un impact? Je crois qu'il y a beaucoup de surprises qui nous attendent. Je pense que ce qu'il est de force, c'est le ce qu'il est de force, c'est le côté sécurité, parce qu'elle est très branchée là-dessus, évidemment. Il faut ne pas oublier son passé au ministère intérieur avec Nicolas Sarkozy. Le soutien de Nicolas Sarkozy sur ses meetings, ce qui est rare parce qu'on ne le voit pas apparaître partout. Mais en même temps, le secteur sécurité, je pense, a dû l'aider dans les sondages, puisqu'elle est à 25%, je crois, par rapport à. Dans une enquête IFOP fiduciaire par la Fondation Concorde, le premier enjeu pour les Parisiens, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est la propreté. Et le troisième, la pollution. Donc il y a des enjeux qui sont très bons pour Rachida Dati, d'autres qui sont plus en faveur d'Anne Hidalgo. J'ai le sentiment que Rachida Dati, effectivement, a réussi un pari qui était celui de refaire vivre une droite à Paris. Moi, j'ai le sentiment qu'elle a atteint le plafond de verre parce qu'elle a aussi un discours très conservateur, très porté sur les questions de sécurité, alors que l'électorat parisien, y compris de droite d'ailleurs, a aussi d'autres préoccupations qui vont au-delà de la sécurité. Et par ailleurs, une des préoccupations majeures quand même des Parisiens, et même plus généralement, j'ai envie de dire, qui préoccupe le monde, c'est la question de l'environnement. Rachida Dati, le programme sur la question environnementale ou sur la question écologique, c'est du zéro. C'est zéro. Elles sont contre-fous. C'est-à-dire que jamais on entend... Mais c'est quoi les préoccupations, effectivement, des Parisiens? Les autres, c'est dans l'extravagance aussi. C'est pas l'extravagance, sans doute, c'est peut-être un peu radical, mais est-ce qu'il ne faut pas des mesures radicales sur la question écolo? Frédéric Dabi, est-ce que c'est la propreté, la sécurité? Oui. Premièrement, c'est propreté à Paris. Deuxièmement, c'est logement sécurité. Quand même beaucoup. Troisièmement, c'est la question environnementale. Et quatrièmement, la question des finances publiques et de la dette. Oui, mais l'environnement arrive en troisième position. À un niveau quand même très élevé, et c'est le premier enjeu à gauche. C'est un fort mobilisation. Alors, ce qui explique la remontée d'Anne Hidalgo dans les sondages récents, c'est que je dirais le terme du débat s'est relativement clarifié. Un combat gauche-droite et un combat pro-environnement versus anti-environnement. J'ai quand même une question, Frédéric, justement sur les sondages qui m'interpellent quand ils sont faits sur le second tour. Souvent, on voit les sondeurs tester le second tour dans le cadre d'un accord Buzyn-Villani d'un côté, Rachida Dati de l'autre, et Anne Hidalgo et les écologistes en troisième. Pourquoi avoir choisi de tester Buzyn-Villani ensemble et pas Buzyn-Dati, sachant qu'en plus, visiblement, dans certains arrondissements, la droite et LREM semblent vouloir faire des fusions, ce qui pourrait être un danger pour la gauche. Alors, quand même, le second tour est quand même très compliqué. Autant le premier tour, on met les Français et les Parisiens, en l'espèce, en situation de vote. Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour. Quand on pose une question de second tour, on ne connaît pas les résultats du sondage, et surtout, l'élection n'a pas eu lieu. L'IFOP a fait différentes configurations. Si on est à plat par rapport à la règle des 10% des exprimés, on serait sur une quadrangulaire, voire sur une pentagulaire quand Cédric Villani était autour de 10. Mais la quadrangulaire, c'est Hidalgo-Béliard, parce que c'est une alliance historique depuis 2001. Dati, Buzyn. Donc on est sur une quadrangulaire. Et Villani qui est maintenant en dessous de 10. C'est vrai qu'on peut tester, avant le premier tour, avant la connaissance des résultats, toutes les configurations possibles. On l'a fait de manière confidentielle. On l'a fait sur quelques éléments publiés récemment. On a fait des hypothèses Buzyn-Villani ensemble. Par contre, c'est vrai que l'hypothèse Dati-Buzyn et Villani, est-ce qu'il y a quand même un sentiment d'anti... Et moins évidente, mais c'est vrai que Pierre a raison, ça jouera arrondissement par arrondissement. Quid des arrondissements où, par exemple, En Marche sera devancé par LR, il y en aura quand même beaucoup, je pense. Est-ce que En Marche va se désister? Sans doute pas. Est-ce que ça va fusionner? Sans doute pas. On est sur des électorats extrêmement différents. C'est une des inconnues du scrutin, mais d'abord, on est sur un premier tour. Est-ce qu'il y a des indécis, beaucoup d'indécis ou pas par rapport à d'autres? On était à un et quart. Par rapport à d'autres élections. C'est assez conforme à 2014. Il peut y avoir de la fluidité Dati-Buzyn, Buzyn-Villani ou Béliard-Hidalgo. C'est vrai que la liste verte sont plutôt basses en ce moment, mais elles peuvent remonter
s'il y a une logique d'anti-vote utile et de se dire Anne Hidalgo a un score assez important, il faut aller voter Béliard. Le coronavirus aura une influence, je pense. Il disait 28-30% d'après sur la participation. C'est un sondage IFOP, je suis assez à l'aise pour le dézinguer très légèrement. Le 28%, c'est un total oui. Il faut regarder les gens qui disent ça va certainement m'inciter à ne pas aller voter. On est que sur 15%. 15% sur la France, absolument énorme. Ouais. C'est intéressant de voir que qui est-ce qui dit qu'il n'irait pas voter. On a d'abord les catégories qui sont traditionnellement abstentionnistes. Il se passe comme si le corona, c'est une manière de s'excuser, de ne pas aller voter. Une abstention. Et puis, il y a aussi des catégories qui votent. Les personnes âgées, notamment, et là, c'est une vraie inconnue. Oui. Vous irez voter, Kevin, bien sûr. Il faut aller voter. Et pour qui je peux le dire. J'irai voter, je suis dans le 17e, j'irai voter pour Geoffroy Boulard, qui est un excellent maire, qui est très apprécié dans son arrondissement et qui intervient ici régulièrement. Oui, qui intervient chez nous régulièrement. Vous allez devoir donner tous les candidats. Alors, les autres candidats, nous avons Agnès Buzyn dans le 17e, nous avons un certain nombre de candidats. Karen Taïeb pour Paris en commun. Voilà, et puis allez-y. Je ne les ai pas tous en tête, mais en tout cas, je sais que Guérini y était, mais il fait sa campagne de façon générale. Il y était je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Ça peut réserver des surprises, c'est-à-dire que lundi, vous serez avec nous, Frédéric, et on peut vous dire les sondeurs disent n'importe quoi. Il faut pas publier avec Sud Radio une cinquantaine de villes. Il y en a sur lesquelles je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Je ne vais pas les citer à l'antenne à quelques jours du vote. Il y en a où on est sur une vraie indécision, et notamment les villes PLM, Paris, Lyon, Marseille, où le scrutin est extrêmement complexe, ça peut réserver beaucoup de surprises. Ça va être extrêmement difficile d'avoir une lecture politique de la prévue. Bien sûr. Je vous demanderai Toulouse en sortant de l'antenne. Alors, donc nous avons Geoffroy Boulard pour Rachida Dati, Karina Pérez pour... il y a marqué Karina. Karina Pérez, non c'est Karina Pérez pour David Béliard, donc pour l'écologie. Paris Ensemble, Agnès Buzyn. Donc le nouveau Paris, c'est Assia Meda. Décidons Paris, pour Daniel Simonet, c'est Nathalie Depraz. Voilà, je crois qu'on les a tous cités. Est-ce qu'il m'en manque un? Karen Taïeb, effectivement, pour Anne Hidalgo, adjointe à la mairie de Paris. Voilà, on les a tous cités dans le 17e. On a rempli notre mission. Merci à vous. On se retrouve demain pour d'autres infos. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Bonne journée sur Sud Radio.